Bonjour Stéphane Spira. Bonjour. Le titre de votre album d'abord, In Between. In Between. Il s'explique en fait, il y a plein de raisons pour expliquer ce titre. Il y a d'abord la vie que j'ai menée pendant, on va dire, en gros les 3 dernières années, où je me suis installé à New York, mais bon, je suis arrivé avec une valise sans connaître. Je connaissais absolument personne, donc c'était en 2009, en avril. Et les choses ont été assez vite puisque j'ai obtenu mon visa en fait lors de ce premier séjour en tant que touriste. Et je suis donc retourné à New York avec mon visa en poche en janvier 2010. Donc ce In Between en fait reflète un petit peu mon... J'ai essayé de rendre musicalement mon vécu en gros de 2010 à 2010-2013. Où j'ai en fait essayé de poser de nouvelles bases à New York, ce qui évidemment ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand, bon, je ne vais pas pleurer, mais j'ai pas 20 ans, les choses se font différemment. Et puis tout en ne voulant pas non plus couper les liens avec mes proches, avec mes potes, avec la musique aussi, puisqu'il y a eu le Roundabout Jobbing finalement qui a été enregistré durant cette période. Donc voilà, je voulais pas. Donc entre les deux. Et donc entre les deux, j'ai fait beaucoup. In Between, c'est ça, entre les deux. Voilà. Ah, d'accord. Alors après l'album, c'est une rencontre surtout entre vous et Glenn Ferris. Voilà. Comment ça s'est fait cette rencontre? En fait, voilà, il y a encore le In Between parce que c'est marrant, certains chroniqueurs n'avaient pas l'air de voir la symétrie, c'est-à-dire que pourquoi un Américain à Paris, alors moi, c'est qu'on est un petit peu. On n'a pas le même. Il y a un effet de miroir, on va dire. Il y a un effet de miroir, finalement. Lui est américain en France et moi je suis parisien à New York. Mais évidemment, c'est pas ça qui justifiait le choix de Glenn. Ça, c'est juste, ça ajoutait à la signification. Glenn, c'est une longue histoire. En fait, c'est quelqu'un que j'admire depuis des années, que j'allais écouter au Petit Opportun avec Alain Jean-Marie, plein de concerts. Et ça a commencé, en fait, ce répertoire a commencé, je l'avais déjà mis en place en 2007, comme on sait maintenant, je prends un peu du temps pour faire les choses, puisqu'il m'a fallu 30 ans pour être saxophoniste officiellement. Mais voilà, l'histoire avec Glenn, ça a commencé là, c'est-à-dire que j'avais une carte blanche au Sunset à l'époque, on va appeler ça une carte blanche, j'avais, je crois, un week-end, et Stéphane Portet, donc, qui dirige le Sunset, m'avait dit qu'aimerais-tu faire? Et je dis, écoute, j'aimerais beaucoup inviter Glenn. Et Glenn avait accepté, donc là j'avais en fait déjà écrit une grande partie de ce répertoire. Le répertoire qu'on trouve sur le disque. Absolument. Ah oui, absolument. donc vous avez devancé un petit peu ma question, en fait j'allais vous demander qu'est-ce qu'on va retrouver justement sur ce disque. Voilà, par exemple il y avait Cosmaner, il y avait l'arrangement de Glenn qu'on avait joué au Sunset. Donc la rythmique à l'époque c'était Philippe Soira et Gilda Boclet. Ah oui. Et c'est sympa parce que Gilda Boclet quelque part est toujours dans ce projet puisqu'il a réalisé les photos et les vidéos, ce qu'on appelle les EPK, Actuellement Press Kit, les petites vidéos qu'on peut trouver sur internet, qu'on a fait en studio. Et en fait après c'était pas le bon timing, je me répète souvent, mais je pense que quand les choses se font et qu'elles ont une signification réelle, en tout cas c'est un peu présomptueux, mais je le pense comme ça, le temps en fait, quand c'est time, les choses se font assez. Voilà, ça mûrit, et là vous êtes arrivé au bon moment pour le faire. Et à l'époque c'était quand même en 2007, on parle de ce concert, et en fait après il y a eu Spira Bassi, c'est-à-dire que il y a eu le décès de mon père, et j'étais sur le plan discographique, le Spira Bassi s'est fait à ce moment-là très naturellement, donc on avait fait ces concerts avec Glenn, et on a eu l'occasion de se retrouver ensuite pour le Roundabout Jobbing, puisque il y avait ce magnifique arrangement de Lionel sur Eusek et Gautiamar, et puis il y avait une plage de solo qui dure, je crois que c'est le plus long morceau du disque, qui doit durer 8 minutes, quelque chose comme ça, et Lionel avait vraiment dressé un tapis pour l'impro, et j'ai dit écoute, moi j'ai envie de le partager parce que c'est quand même long, et voilà, et c'est là que j'avais pensé inviter Glenn sur ce titre dans l'album dédié à Jobim, et donc ça a été un peu nos retrouvailles, et ensuite il a écouté l'album et il était très content du résultat, et en fait ça s'est fait en fait très simplement, on a mangé un bout, j'ai dit tu sais on avait fait un truc, je sais pas si tu te souviens, il m'a dit ouais, et ça te dirait pas qu'on fasse ça parce que c'est très rythmique et tout, et on fait ça avec une rythmique à New York, et bon lui était en fait plutôt enchanté d'idée. Alors vous devancez
Vous devancez mes questions à chaque fois, c'est super. Vous parlez de la rythmique de New York, c'était ma prochaine question. Vous n'avez pas pris les pires là, hein? Non, de toute façon, les pires à New York, il faut le vouloir. Ouais, il faut le vouloir. Parce que des pires, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire que ça, c'est la dimension. Alors, deux mots peut-être sur ces deux musiciens formidables qui vous accompagnent. Jonathan Blake, il y a toujours un peu une histoire. Jonathan Blake, c'est très marrant parce que la première fois, quand je suis arrivé à New York en 2009, le premier concert que je suis allé voir, c'était au Vanguard. Et c'était le quintet de Tom Harrell. Thomas, le fabuleux trompettiste. Voilà, et puis compositeur. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est vraiment un de mes groupes préférés sur la scène new-yorkaise. Hein, donc le quintet avec Wayne Escoffery, Gunnar Okago, et voilà, je vais me faire le nom du pianiste. Ça va me revenir. Mais bref, c'était magnifique. Et Jonathan, et donc, moi, je ne connaissais pas Jonathan avant. Hein, donc, en 2009, je ne l'avais jamais entendu. Donc, j'en ai pris plein la tronche, hein, il faut dire les choses. Et alors vous allez le voir, vous lui proposez, il dit oui. Non, pas du tout. Non, pas quand même. Du tout, parce que j'avais justement aucune pression. J'étais justement parce que après c'est la musique qui décide. Je veux dire qu'il y a tellement de musiciens excellents dans tous les styles possibles. Après moi, quand j'ai décidé de faire ce projet, de ressortir les compos, évidemment j'ai remis de l'écriture, puis j'ai rajouté quelques thèmes. Si j'ai écrit Fly, enfin il y a des choses qui se sont un peu étoffées, hein, puisque j'avais quand même ressorti ça faisait quelques années. Très vite, j'ai entendu Jonathan, j'ai très vite pensé à Jonathan parce que le fait qu'il n'y ait pas de piano, voilà, esthétiquement, je voulais ce style de batterie, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment profite de l'espace qu'on lui donne. Et là, en l'occurrence, ça se sent, je pense, dans le mix que j'ai fait avec Guillaume Biot, c'est qu'évidemment, il y a presque ce truc, Glenn et moi, et la rythmique, où l'espace, en fait, on a énormément d'espace devant comme derrière, et c'est ce que j'ai voulu rendre à travers le mix où la rythmique est très très présente, parce que en fait, pour moi c'est ça le son de New York. Ouais. C'est ça qui marque, je pense, peut-être une rupture avec mes disques précédents. Et le complément, alors c'est le contrebassiste, puisqu'on parle de rythmique aussi, qui n'est pas le dernier venu aussi. Steve Wood, là pour le coup, autant Jonathan Blake pour les amateurs est connu, il faut dire les choses, puisqu'évidemment il tourne avec Tom Harrell, Kenny Barron, etc. Autant Steve Wood, et même là pour le coup, moi je vais vous dire très sincèrement, je l'ai rencontré dans un parc, Steve Wood, donc c'est quelqu'un avec qui d'ailleurs j'ai pu collaborer de façon plus étroite pour mettre en place le répertoire, parce qu'il était plus disponible, moins demandé sur la scène. J'espère sincèrement pour lui que ça va changer, parce que je pense que c'est un musicien extraordinaire. Mais voilà, Steve Wood, c'est vraiment une rencontre. Ce n'est pas encore, il ne fait pas partie des bassistes entre guillemets demandés qui arpentent les clubs. Mais voilà, il est arrivé à New York, il est originaire de Chicago, et il est arrivé à New York à peu près en même temps que moi. 2009, par là. Donc à l'arrivée, 13 titres, c'est ça, sur l'album 14 je me souviens plus. Je dirais peut-être 12, non 12, oui, autant pour moi. 12 titres pour l'album. Ouais. Une répartition des compositions ou vraiment que du travail personnel, à part peut-être le thème de Glenn? En fait, je suis un peu revenu... le joli mettait un peu l'exception, en fait, où c'était évidemment, étant un hommage à un compositeur, j'allais pas écrire, j'ai écrit un morceau... qui est donc Round About Jobim. Là, je renoue un petit peu avec ce que j'avais fait sur Spirabassi et First Page, c'est-à-dire où, en fait, je suis compositeur je dirais à peu près aux 3/4, à peu près. Donc, voilà. Et puis après, justement, je trouvais intéressant, il y avait l'arrangement de Glenn sur Reflection Ending, je trouvais vraiment magnifique, donc qu'on avait joué donc, à l'époque. Et je dis, moi, je le mettrais bien sur le disque. Donc, il était plutôt ravi. Et ensuite, comme je travaillais beaucoup sur les arrangements, puisque j'ai vraiment tout écrit pour les arrangements, les voix de trombone, etc., je faisais pas mal d'essais aussi avec le bassiste, on faisait des petites sessions ensemble, et je dis écoute, si tu as des compos, et puis il y a eu ce fameux Grounds for Dismissal qui finit l'album, et je trouvais ça super, justement, ça met un espèce de twist, une note, je trouve intéressant le contraste justement de cette écriture-là. Un contraste et en même temps un album assez homogène dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une influence, quelqu'un ou quelque chose que vous aimeriez citer comme influence particulière pour cet album? Il y en a trop, j'imagine. Non, c'était enfin, je le dis assez souvent, mais
Enfin, évidemment, indépendamment, il y a l'évidence, c'est-à-dire que j'ai écouté des saxophonistes qui m'ont influencé, Wayne Shorter. Pour le soprano, au niveau du son, je pense qu'on me rapproche plus de Steve Lacy. Voilà, puisque comme Nothing comes from Nothing, hein, donc de toute façon, autant avoir des références sympathiques. Bien entendu. Mais en fait, comme il y a aussi, et c'est ce que m'avait dit d'ailleurs Steve Wood, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vais prendre un exemple illustre, hein, je parle du procès, je ne cherche pas à me comparer à ces deux vivants, mais par exemple Wayne Shorter, c'est vrai que son jeu, je pense que la façon dont il joue du saxophone est intimement liée à son écriture. La façon, par exemple, Miles Davis, je parle vraiment pour moi de mes modèles, en fait je m'aperçois que ça ne dépend pas nécessairement de l'instrument. C'est-à-dire que moi j'ai des icônes qui me fascinent, qui sont Shirley Horn pour le silence, mais aussi pour comment installer des climats, comment faire jouer, comment mettre en valeur les musiciens avec lesquels on joue. Et ce sont des qualités que je retrouve, c'est moi qu'on puisse dire, mais chez Miles, qui évidemment est une icône dans ce domaine. Enfin moi c'est vrai que j'ai ces modèles à l'esprit. Idem pour Wayne Shorter, par exemple le dernier quartet, là c'est flagrant, c'est-à-dire qu'il va peut-être jouer 3 notes, il laisse jouer un maximum, et ce qui ne fait évidemment que mettre en valeur les quelques notes qu'il va insuffler. Enfin, c'est vrai que moi ce sont mes modèles, donc c'est pas ma musique. Je me sens pas, quelque part, je me sens pas vraiment saxophoniste, je sais pas comment expliquer ça. Oui, c'est plus l'occupation de l'espace sonore qui est intéressant, visiblement. Voilà, et surtout, enfin voilà, en tant qu'instrumentiste, je pense que, surtout à New York, je vais voir tellement de musiciens que je trouve absolument incroyables. Donc disons, moi j'essaie d'aborder les choses un peu différemment, mais quand je dis différemment, il ne faut pas y voir du tout je cherche pas du tout à être présomptueux ou à dire moi je fais des trucs pas comme les autres, c'est pas du tout ça. Mais c'est en tout cas comme ça que je perçois la notion de groupe, d'écriture. L'écriture aussi est très très libre. J'écris un peu à la manière des standards, où je mets une mélodie, quelques repères rythmiques, une harmonie. Mais ensuite, voilà, par exemple, ça se voit là quand on joue avec Andrew Atkinson, puisque c'est lui qui fait cette petite tournée là avec nous sur Vienne, le Sunset. Il s'approprie complètement la musique, et je lui dis pas je veux que tu fasses comme ça, parce que Jonathan faisait ça sur le disque, en tout cas sur les expériences. Il y a peu de chance pour que ça marche en plus. Voilà, non mais je veux dire, voilà, il y a vraiment aucune. Les directives sont très très limitées. Au contraire, je donne beaucoup, je laisse les musiciens interagir et s'exprimer au maximum. Alors un beau projet, en tout cas on va rappeler le titre de l'album et le label aussi sur lequel il est sorti. Alors le label c'est Jazz Max, et en fait c'est mon label sur lequel était sorti Roundabout Jobim. Et pour ce nouveau projet, en fait je suis vraiment très très heureux que l'autre distribution soit montée à bord. Merci beaucoup à vous Stéphane Spira. Merci.